Effectivement, donc l'objectif de cette dernière intervention, c'est de vous présenter une sorte de synthèse des enseignements principaux des différentes composantes de cet exercice de prospective. Alors pour récapituler, comme vous l'avez compris, cet exercice il s'est articulé autour de 3 composantes. Une première composante d'analyse rétrospective et prospective pour établir un paysage prospectif du travail en 2040. Sur la base de ce paysage, on a eu recours au design fiction pour imaginer quelques profils d'entreprises et de travailleurs de demain, afin d'incarner les différentes tendances et les hypothèses identifiées durant la première phase, mais surtout pour susciter le débat et la réflexion d'un groupe d'experts en santé et sécurité au travail. Et enfin, ce travail de groupe a permis d'établir un certain nombre de messages clés et de pistes d'action concernant à la fois les enjeux en santé et sécurité à venir, les stratégies à adopter en faveur de la prévention et l'évolution des rôles et des compétences des préventeurs qui sont à anticiper. Alors, de la première composante, se sont dégagées un certain nombre de tendances qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et qui pourraient venir structurer les modes de pilotage de demain. Elles sont au nombre de 10, elles s'affichent ici. Donc, tout d'abord, depuis les années 80, le rapport au travail est devenu de plus en plus individuel sous l'effet de la diversification des statuts de travailleurs et l'importance croissante de l'évaluation individuelle par rapport au système de négociation collective. Parallèlement, le télétravail s'est instauré de façon massive depuis la crise sanitaire. Il est devenu une exigence de nombreux salariés et travailleurs et contribue en partie à la désaffection des métiers non télétravaillables. Ces deux phénomènes s'accompagnent d'une aspiration de plus en plus grande pour le travail indépendant, du fait de la supposée liberté qui lui serait associée. Mais cependant, ce développement reste limité du fait des difficultés de revenus et de protection sociale qu'il pose. L'omniprésence du numérique constitue également une tendance très forte et son usage vient potentiellement modifier toutes les dimensions du travail. Et notamment en ce qui concerne les modalités d'évaluation. Ainsi, le contrôle des activités est de plus en plus souvent basé sur des indicateurs de résultats quantitatifs et prennent de moins en moins en compte les moyens mis à la disposition des travailleurs pour réaliser leurs tâches. Ces objectifs de résultats s'additionnent d'ailleurs par ailleurs pour les entreprises à des indicateurs, à d'autres, de nouveaux indicateurs tels que des indicateurs de RSE par exemple, qui viennent potentiellement aussi se répercuter sur les objectifs fixés pour les salariés. Les modes de gestion des entreprises s'en trouvent complexifiés et rigidifiés avec des effets potentiellement délétères sur la santé des travailleurs. Et on peut dire également la même chose des activités de management. Ainsi, le rôle du manager de proximité a beaucoup évolué ces dernières années. Son rôle est complexifié du fait de l'individuation et de la distanciation des équipes, mais également car il se retrouve à l'interface des nouvelles exigences des salariés et des travailleurs et des objectifs fixés par les directions. Et en conséquence de tout cela, les entreprises rencontrent des difficultés à la fois de recrutement et de fidélisation de leurs salariés, qui les amènent à repenser leur organisation. Et c'est ainsi que de nouveaux modes de management et de gouvernance alternatifs émergent, à la fois pour permettre aux entreprises de devenir plus agiles, de renforcer l'engagement de leurs travailleurs et de retrouver une capacité d'innovation. Actuellement, ces nouveaux modèles d'organisation restent cependant minoritaires et leurs conséquences en santé et sécurité au travail restent encore à documenter. Sur la base donc de ces tendances structurantes, on a pu émettre 4 hypothèses qui concernent des phénomènes émergents susceptibles de se renforcer dans les années à venir. Il s'agit tout d'abord d'une possible hybridation des statuts d'emploi avec l'émergence possible de statuts d'indépendants plus protecteurs ou de modèles de subordination assouplis.
On estime également que la pluriactivité pourrait se développer en lien avec l'accroissement de nouvelles formes d'organisation telles que le télétravail, la semaine de 4 jours ou encore la journée de 12 heures. Ces nouvelles organisations pourraient ainsi conduire certains travailleurs à effectuer plusieurs activités en parallèle, une activité alimentaire avec une activité plus vocationnelle, par exemple. Et ceci pourrait conduire alors à un allongement des temps de travail, enfin des journées de travail, ou à l'intensification des rythmes. Il est par ailleurs possible que le foisonnement de nouveaux modèles de management inspirés par les différents courants qui nous ont été présentés par Suzy se poursuivent et il pourrait prendre de l'ampleur sous l'effet de la crise environnementale ou de la quête de sens des travailleurs et venir remettre en cause des modèles de pilotage plus traditionnels. Enfin, il subsiste une incertitude sur le rôle que pourraient jouer les technologies en matière de santé et sécurité au travail à l'avenir. En effet, leurs conséquences peuvent être aussi bien bénéfiques que délétères selon l'usage qui en est fait et selon la façon dont les modèles organisationnels prennent en compte le travail réel pour les concevoir et les intégrer. Pour ce qui concerne la composante 3, nous avons pu établir des messages clés qui relèvent de 3 dimensions qui vous ont été présentées juste à l'instant, mais sur lesquelles je vais revenir brièvement. Une première dimension qui concerne les risques que ces évolutions pourraient faire peser en matière de santé et sécurité au travail. On peut en citer 4. Tout d'abord, les risques que posent les organisations centrées sur les technologies, qui peuvent induire une réduction de l'encadrement humain ou encore une intensification des rythmes de travail. Par ailleurs, les systèmes d'évaluation de plus en plus basés sur des résultats quantitatifs ou sur la notation client risquent de creuser encore l'écart entre le travail réel et le travail prescrit. Il faut aussi être vigilant face au développement de nouveaux modes de pilotage qui, sous couvert d'une aspiration louable, peuvent occulter ou provoquer certaines nouvelles problématiques en santé et sécurité au travail, telles que le surengagement, par exemple. Et enfin, du point de vue des compétences, la prise en compte de plus en plus importante du savoir-être pourrait se faire au détriment de compétences métiers qui intègrent aussi les savoir-faire de sécurité. Donc, la deuxième dimension relève de la stratégie à adopter pour construire un contexte favorable à la prévention au regard de ces évolutions. Parmi les pistes possibles, voici quelques-unes. Il faut réaffirmer que la responsabilité de l'employeur est la condition préalable à la mise en place d'une politique de prévention et pour cela, un des moyens pourrait être de mobiliser la responsabilité pénale de l'employeur ou le levier d'image comme incitation pour les entreprises à être exemplaires en prévention. Intégrer l'ensemble des travailleurs sous un même régime d'assurance AT-MP pourrait aussi contribuer à faciliter le suivi de leur état de santé tout au long de leur parcours professionnel. Le dialogue social et professionnel doit être encouragé, quel que soit le modèle organisationnel, car c'est lui qui permet la prise en compte du travail réel et de la santé-sécurité au travail dans la conception et l'intégration des technologies ou des nouveaux modes de production. Et par exemple, instaurer un dialogue social autour de la transition vers des modes de production décarbonés peut aussi constituer une opportunité d'y associer les questions de prévention. Le rôle du management de proximité, qui agit en soutien des opérateurs et en relais auprès des directions, doit également être réaffirmé et soutenu. Et enfin, face au risque de perte de compétences métiers et de savoir-faire de sécurité, il faut œuvrer au maintien d'un socle de connaissances intégrant des bases en prévention tout au long du parcours professionnel. La troisième dimension relève de l'évolution des rôles et des compétences des préventeurs qu'il faudrait envisager
pour faire face à ces changements, et celle-ci pourrait être de plus en plus souvent étendue à d'autres champs que des champs purement techniques. Il pourrait ainsi être plus souvent amené à accompagner l'instauration d'un dialogue social et professionnel au sein des organisations, ou à accompagner également les transformations techno-organisationnelles des entreprises, qu'il s'agisse de l'introduction des technologies ou de la décarbonation des procédés. Les préventeurs devront également savoir exploiter les données collectées auprès des entreprises ou auprès des travailleurs à des fins de prévention collective. En matière de compétences, ces évolutions vont impliquer le développement de la multidisciplinarité chez les préventeurs, qui, au-delà de leur expertise technique en ergonomie, en acoustique ou en chimie, par exemple, devront disposer de connaissances sur les technologies et leur implication sur l'organisation du travail. Donc, en conclusion, et dans ce contexte, il nous apparaît crucial de réaffirmer l'importance de développer la recherche et la veille sur les évolutions technologiques, industrielles et managériales et leurs conséquences en santé et sécurité au travail. C'est en grande partie ce qui nous occupe depuis maintenant 10 ans à la mission Veille et Prospective. Et j'en profite donc pour finir par vous informer de la tenue prochaine d'une conférence internationale organisée par l'INRS sur la façon dont la prospective peut être mobilisée au service de la santé et de la sécurité au travail. Elle s'intitulera Foresight for OSH et se tiendra ici même le 14 novembre 2024. Donc je vous invite à noter cette date dans votre calendrier et je vous remercie de votre attention.